En juillet 2003, Chicago a été secoué par une tragédie qui a laissé une trace dans la mémoire des habitants de la ville pendant de nombreuses années. Au petit matin du 18 juillet, les agents de sécurité de la Lake Point Tower, un complexe résidentiel d'élite, découvrent le cadavre d'une femme sur le toit de l'immeuble. Il s'agit d'Elizabeth Carter, connue dans les plus hauts cercles de la vie sociale de la capitale. Les images de vidéosurveillance ont révélé que la femme avait été poussée du toit par un homme dont le visage ne pouvait être vu en raison de l'obscurité de la silhouette et de la mauvaise qualité des images. Les images montrent une personne vêtue d'un manteau sombre et d'un chapeau à large bord, s'approchant du bord du toit, s'attardant quelques octosecondes, puis poussant soudainement Elizabeth, qui tombe et s'écrase sur la dalle de béton sous le bâtiment. Cet incident a immédiatement attiré l'attention de l'inspecteur Michael Larson, un spécialiste doté d'une grande expérience au sein de l'unité des crimes majeurs de Chicago. Les premières versions des faits avancés par le personnel du complexe n'expliquent pas complètement ce qui s'est passé. Il y a eu des moments troublants. Une caméra a filmé la silhouette d'un étranger et les témoignages sont devenus contradictoires. En première analyse, les éléments de preuve indiquent que le mobile du crime pourrait être la jalousie ou l'insatisfaction à l'égard de la vie personnelle d'Elizabeth. Elle avait déjà été vue en compagnie de plusieurs hommes et sa relation avec son mari, Richard Carter, avait toujours suscité des interrogations de la part de ses proches. L'inspecteur Larson a mené l'enquête dans une atmosphère de méfiance et de passion cachée. Les habitants du quartier, les employés du complexe et les amis de la victime lui ont confié qu'Elizabeth était une femme à la personnalité haute en couleurs, pleine de contradictions et de secrets. Sa vie semblait irréprochable à l'extérieur, une adresse prestigieuse, la participation à des événements caritatifs et à des réunions sociales, mais la carapace extérieure cachait des sentiments personnels profonds qui ont rapidement abouti à une issue tragique. Dans les heures qui ont suivi la découverte du corps, la police a interrogé les agents de sécurité, les voisins et le personnel de l'immeuble. La version initiale de l'enquête laissait entendre que le tueur pouvait être un ami proche de la victime, car la vidéo capturait clairement la silhouette de l'homme et des motifs liés aux relations familiales semblaient très probables. Cependant, plus l'inspecteur Larson étudiait l'affaire, plus il se posait de questions. Dans quelles circonstances la femme s'est-elle retrouvée seule sur le toit, tard dans la nuit? Pourquoi l'auteur du crime a-t-il pris soin de dissimuler son apparence? Et surtout, quel était le lien entre la vie personnelle d'Elizabeth et cet acte brutal? Ces questions sont devenues le point de départ d'une enquête plus approfondie qui a mis au jour une trame complexe d'histoires d'amour, de doubles standards et de désirs cachés. Dans ce reportage, nous retracerons successivement le parcours des protagonistes, les circonstances du meurtre, le processus de collecte des preuves et le procès qui a conclu cette histoire tragique. Elizabeth Carter est née dans une petite ville de Pennsylvanie, mais dès son plus jeune âge, elle aspirait à de grandes ambitions. Après avoir suivi des études dans l'une des prestigieuses universités des États-Unis, elle s'est installée à Chicago, où elle a rapidement gagné en popularité dans les milieux d'affaires et les cercles sociaux. Elizabeth était une femme charismatique et sûre d'elle, capable de gérer non seulement sa propre entreprise de relations publiques, mais aussi de manœuvrer habilement dans des situations sociales complexes. Son allure et sa capacité à trouver un langage commun avec les gens les plus divers ont fait d'elle une personnalité recherchée dans la ville. Derrière le succès extérieur se cachait une vie personnelle mouvementée. Elizabeth est toujours avide de nouvelles sensations et d'expériences. Son intérêt pour les jeux de rôle, les fêtes excentriques et les relations non conventionnelles est rapidement devenu de notoriété publique. Selon ses amis proches, elle aimait les expériences audacieuses dans la sphère intime
et n'avait jamais peur de déclarer ouvertement ses désirs. Elle a ainsi entretenu des relations avec 2 hommes à la fois, avec lesquels elle passait du temps dans des conditions loin de la monotonie habituelle. Elle ne cache pas son engouement et organise même des rencontres à thème où elle peut réaliser ses fantasmes les plus fous. Cependant, malgré son indépendance, Elizabeth rêvait du grand amour et de l'harmonie. Richard Carter, le mari d'Elizabeth, est un homme d'une autre trempe. Né à Chicago dans une famille d'hommes d'affaires prospères, il s'imprègne très tôt des valeurs de discipline, de stabilité et d'intégrité. Formé à la finance, Richard devient rapidement une figure importante du monde des affaires de la ville. Propriétaire de plusieurs sociétés, il est leader respecté dans les milieux d'affaires. Pour lui, le mariage avec Elizabeth ne représentait pas seulement l'union de 2 personnes, mais un partenariat stratégique qui unissait 2 mondes influents. La relation dans son mariage avec Elizabeth a toujours été compliquée. Richard n'acceptait pas que sa femme ait une vie personnelle active, avec des rencontres avec d'autres hommes et des expériences intimes. Il croyait aux valeurs traditionnelles et estimait que de tels passe-temps pouvaient même mettre en péril les fondements de la famille. En dépit d'un amour et d'une attention manifeste, le couple se disputait souvent sur des questions de fidélité et de moralité. Richard tente à plusieurs reprises de persuader Elizabeth de renoncer à ses expériences, mais ses demandes sont accueillies avec un froid dédain. Pour lui, l'adultère n'est pas seulement une trahison, mais aussi une violation des normes sociales, ce qui le rend particulièrement vulnérable à l'opinion publique. Le deuxième aspect de la vie personnelle d'Elizabeth concerne ses liaisons amoureuses avec 2 hommes. Le premier est Michael Jones, un architecte réputé pour ses projets audacieux à Chicago. Michael était un homme à l'âme créative, dont les projets se caractérisaient toujours par leur originalité et leur approche non conventionnelle. Il a rencontré Elizabeth à l'occasion d'un événement social, et la passion s'est immédiatement installée entre eux. La relation avec Michael a donné à Elizabeth l'occasion d'échapper à la routine, de plonger dans l'atmosphère de la créativité et de la liberté. Le deuxième amant était Jacob Foster, un homme d'affaires de niveau moyen qui, malgré ses origines modestes, a réussi à atteindre le succès grâce à son travail acharné et à sa détermination. Jacob est d'un caractère plus terre-à-terre, mais il a aussi le sens de l'écoute et de la compréhension. Avec Elizabeth, il partageait des moments d'intimité où elle pouvait réaliser ses fantasmes de jeux de rôle et d'expériences audacieuses. Selon des proches, c'est avec Jacob qu'elle pouvait être elle-même sans crainte d'être jugée. La vie d'Elizabeth était pleine de contradictions. D'un côté, une femme d'affaires prospère et une participante aux événements sociaux. De l'autre, une femme avide d'expériences et de nouvelles sensations. Sa vie personnelle est devenue une arène de conflits, où les valeurs traditionnelles de Richard se heurtaient aux désirs extraordinaires de sa femme. Ces contradictions sont devenues l'un des moments clés qui ont influencé le développement des événements tragiques qui ont conduit à sa mort. Pour Richard, la relation avec sa femme est toujours restée un mystère. Il ne comprenait pas comment une femme qui avait tous les avantages de la vie pouvait favoriser des relations aussi risquées. Peu à peu, le conflit s'est transformé en un profond abîme émotionnel, où la méfiance et la jalousie ont empêché de trouver un compromis. Dans le même temps, Michael et Jacob, chacun à leur manière, ont tenté de préserver leur relation avec Elizabeth, sans se rendre compte que leur vie serait bientôt bouleversée par une tragédie. Ainsi, les histoires personnelles de toutes les personnes impliquées dans ce drame se sont entremêlées de la manière la plus inattendue. Chaque partie, que ce soit les traditions de Richard, l'esprit libre d'Elizabeth ou le désir de nouveauté de Michael et Jacob, avait ses propres motivations et secrets,
qui ont finalement conduit à une nuit fatidique sur le toit de l'un des bâtiments les plus célèbres de Chicago. Tout commence quelques jours avant la nuit fatidique, alors qu'Elizabeth, comme à son habitude, organise une réunion privée pour un petit cercle de connaissances. Cette fois-ci, la fête avait un caractère thématique. Les invités devaient participer à un jeu de rôle, où chacun incarnait un certain personnage. Elizabeth a toujours été connue pour son amour des expériences de ce type, et cette réunion n'a pas fait exception à la règle. Les invités, dont Michael et Jacob, ainsi que plusieurs autres connaissances, ont apprécié l'atmosphère de mystère et de fantasmes audacieux. Au cours de la soirée, on discute non seulement de l'actualité sociale, mais aussi d'histoires personnelles qui se transforment bientôt en une nouvelle intrigue. Ce même soir, un nouveau conflit éclate dans les relations entre les époux Carter. Richard, apprenant qu'Elizabeth a de nouveau organisé une réunion avec la participation d'autres hommes, ne peut contenir sa réaction. Selon lui, de telles expériences sont inacceptables dans une union familiale, et il déclare qu'il ne tolérera plus la tricherie dans leur mariage. Mais Elizabeth, habituée à la liberté et à l'indépendance, rejette ces reproches. Le désaccord s'accentue et la tension atteint son paroxysme. Certains témoins présents à la fête ont déclaré qu'à la fin de l'événement, le couple s'est sérieusement disputé et que Richard a déclaré que si cela se reproduisait, il prendrait des mesures draconiennes. Dans la nuit du 17 au 18 juillet 2003, après une vive dispute et une détresse émotionnelle, Elizabeth a quitté la fête seule. Selon certains témoignages, elle est sortie à l'air frais pour se rafraîchir un peu de l'atmosphère chaude qui régnait dans la maison. Elle s'est peut-être rendue sur le toit de la tour Lake Point, où des événements privés avaient été organisés auparavant, ou où elle trouvait la solitude pour réfléchir. Les caméras de sécurité installées dans le bâtiment ont enregistré Elizabeth en train de monter les escaliers menant au toit peu avant l'aube. Sur le toit, à l'air libre, elle semble être seule. Chicago la nuit offre l'illusion de la paix, mais pour Elizabeth, ce moment est capital. Au moment même où elle se tenait à la barrière, la silhouette d'un homme apparut dans le cadre. La silhouette est indistincte. L'homme porte un manteau sombre et un chapeau à large bord qui lui cache le visage. Il s'est approché lentement du bord du toit et la vidéo le montre hésitant pendant quelques secondes, comme s'il décidait de ce qu'il devait faire. Puis, presque instantanément, l'homme fait un mouvement brusque et pousse Elizabeth vers la balustrade. Les caméras ont filmé le corps de la femme qui commence à tomber, comme au ralenti. Dans ces dernières secondes, la vie d'Elizabeth, pleine de contradictions, d'aspirations et de désirs, a été interrompue. Sur les images enregistrées, on la voit tenter de s'agripper à la balustrade à plusieurs reprises, mais ses forces l'abandonnent trop vite. Après la chute, le corps d'Elizabeth a heurté la dalle de béton en contrebas et le bruit de l'impact a résonné dans les couloirs du bâtiment. Les premiers policiers arrivés sur les lieux ont constaté qu'il n'y avait pratiquement aucune trace de lutte sur le toit, à l'exception d'une petite tache de sang et de quelques empreintes de chaussures laissées sur le bord de la balustrade. Il est intéressant de noter que les effets personnels de la victime, un sac à main, un téléphone portable et un petit carnet, sont restés en place comme si le tueur n'était pas pressé de les emporter. Selon les experts, cela pourrait avoir été fait délibérément pour éviter de laisser des preuves inutiles. L'examen initial de la scène de crime a rapidement révélé que le corps d'Elizabeth ne présentait aucune trace évidente de lutte. Cela indique que le coup a été porté de manière inattendue, et alors que la victime était dans un état d'épuisement émotionnel. L'inspecteur Michael Larson, qui arrive de la scène, note que cet acte brutal pourrait être dû non seulement à une irritation personnelle, mais aussi à une attaque soigneusement planifiée.
L'enquête a commencé par l'examen des vidéos de surveillance. Malgré des images floues, les experts ont pu identifier certains détails caractéristiques. La silhouette de l'homme qui a poussé Elizabeth avait une démarche particulière, et les vêtements, manteaux et chapeaux sombres, n'appartenaient pas à Richard Carter. Cette circonstance est rapidement devenue le principal argument en faveur du fait que le principal suspect, le mari de la victime, bien que son mobile semble évident, pourrait ne pas être l'auteur du crime. Les premières versions de l'enquête suggéraient que Richard, incapable de supporter les humiliations et les disputes constantes, aurait pu, dans un accès de rage, ôter la vie à sa femme. Cependant, une vérification de l'alibi a révélé que Richard se trouvait dans son bureau de Wilson Island, au centre de Chicago, où de nombreux employés et des images vidéo de la porte d'entrée l'ont confirmé. Parallèlement, un examen détaillé des documents personnels d'Elizabeth a révélé qu'elle fréquentait activement deux hommes, Michael Jones et Jacob Foster, au cours des dernières semaines. Ces deux hommes ont donné des témoignages contradictoires quant à leurs allées et venues la nuit du meurtre. Certains témoins, vivant dans les étages supérieurs de la tour Lake Point, ont déclaré avoir entendu des bruits de pas et des conversations étouffées près du toit à une heure tardive. L'un des agents de sécurité a admis avoir remarqué une silhouette inconnue qui montait l'escalier latéral menant aux salles techniques, mais n'y a pas prêté attention, croyant qu'il s'agissait d'actions habituelles du personnel d'entretien. Cependant, il est rapidement apparu que ces bruits de pas pouvaient être liés à l'apparence de l'homme filmé par les caméras. L'inspecteur Larson, après avoir examiné les images et recueilli les déclarations des témoins, conclut que le crime a été planifié à l'avance. Peut-être le tueur connaissait-il l'itinéraire entre les couloirs techniques et savait-il quelles caméras étaient venues pleinement opérationnelles et lesquelles ne l'étaient pas. Tous ces détails suggèrent que ce sont des personnes connaissant l'organisation interne du complexe, et non des passants aléatoires qui sont à l'origine du meurtre. Parallèlement, l'état émotionnel de la victime et les dernières minutes qu'elle a passées sur le toit ont revêtu une importance particulière pour l'enquête. L'analyse des relevés du téléphone portable d'Elizabeth a montré que, dans les heures précédant sa mort, elle avait eu une conversation animée avec une personne qui, à en juger par le ton de sa voix, était proche d'elle. Cet appel est devenu un autre mystère dans la chaîne des preuves, car la voix de l'appelant était déformée et non identifiable. Dans la tourmente des événements, l'inspecteur Larson a rassemblé toutes les données disponibles et a tenté de reconstituer la chronologie des dernières heures de la vie d'Elizabeth. D'une part, elle était manifestement mal à l'aise à cause des disputes constantes avec son mari, et d'autre part, son désir de liberté et d'expérimentation attirait l'attention non seulement de ses proches, mais aussi de ceux qui pouvaient tirer profit de son mode de vie non conventionnel. Le crime était donc imbriqué dans un réseau de conflits personnels, de passions cachées et de liens compromettants, ce qui a rendu l'affaire particulièrement confuse. En fin de compte, le meurtre d'Elizabeth Carter n'est pas seulement la tragédie d'une seule vie, mais aussi le miroir des relations complexes de la société moderne, où les libertés personnelles se heurtent aux valeurs traditionnelles et où la sincérité des sentiments se mêle à la tromperie et à la trahison. En toile de fond de cet événement dramatique, l'inspecteur Larson a poursuivi sa quête de vérité, rassemblant des preuves, analysant des témoignages et essayant de comprendre qui était réellement derrière cet acte brutal. Après un premier examen de la scène de crime, l'enquête s'est orientée vers la collecte d'éléments susceptibles de faire la lumière sur l'identité du tueur. L'inspecteur Michael Larson, réputé pour sa méticulosité, a organisé une enquête exhaustive comprenant l'analyse de séquences vidéo, l'audition de témoins, l'examen d'enregistrements téléphoniques et la vérification des alibis de tous les suspects.
L'une des premières étapes a consisté à examiner minutieusement les images de vidéosurveillance du complexe Lake Point Tower. Bien que l'image ne soit pas toujours claire, les experts ont pu identifier plusieurs détails caractéristiques. La silhouette de l'homme qui a poussé Elizabeth portait des vêtements qui ne correspondaient pas aux tenues connues de Richard Carter. L'analyse des enregistrements a permis de déterminer que la silhouette avait une démarche spécifique et se déplaçait avec l'assurance caractéristique d'une personne qui n'est pas pressée de commettre des erreurs. Une comparaison plus poussée avec des séquences filmées dans d'autres parties du bâtiment a confirmé qu'une silhouette similaire n'avait pas été enregistrée auparavant aux entrées, où le personnel d'entretien et les proches des résidents se présentent habituellement. Parallèlement à l'analyse de la vidéo, le personnel du laboratoire de police scientifique a examiné les traces laissées sur la scène de crime. Les empreintes de chaussures, trouvées de près de la balustrade, ne correspondaient même pas aux échantillons enregistrés par Richard Carter. En outre, de petits morceaux de tissu ont été trouvés sur le toit, qui, selon les premières analyses, pourraient appartenir à d'autres vêtements que ceux portés par le mari de la victime. Ces éléments de preuve constituent la première indication que le tueur pourrait être une personne liée à la vie personnelle d'Elizabeth et non Richard lui-même. L'inspecteur Larson a interrogé les gardiens de l'immeuble pour savoir quels employés ou personnes extérieures avaient pu avoir accès aux salles d'entretien et au toit. L'un des gardes a admis avoir vu pendant la nuit une silhouette inconnue monter les escaliers latéraux menant au toit, mais n'y avoir pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait d'un employé régulier. Il s'est avéré par la suite que ce détail pouvait être déterminant, car l'apparition de la silhouette coïncidait avec l'heure du meurtre. Les appels téléphoniques d'Elizabeth au cours des dernières heures de sa vie ont fait l'objet d'une attention particulière. L'analyse des appels téléphoniques a montré que, dans les heures de précédant la tragédie, elle avait eu une conversation avec un homme dont la voix était déformée. Larson a tenté d'établir l'identité de l'appelant en comparant les caractéristiques de fréquence de la voix avec les enregistrements de la base de données de la police, mais les résultats ont été mitigés. Cet appel a fait l'objet d'expériences supplémentaires au laboratoire du son, où les spécialistes ont cherché à établir des correspondances avec des suspects connus. Parallèlement, l'enquête a reçu des informations de la part d'amis et de connaissances de la victime. De la bouche des proches d'Elizabeth sont sorties des informations détaillées sur ses relations avec deux hommes, Michael Jones et Jacob Foster. Les deux hommes ont affirmé qu'ils se trouvaient dans d'autres quartiers de la ville la nuit du meurtre, mais leurs alibis n'ont pas été suffisamment corroborés par des sources indépendantes. L'inspecteur Larson a décidé de les réinterroger afin de sonder les détails de leur relation avec Elizabeth, ainsi que d'éventuels motifs liés à la jalousie ou à des conflits concernant ses expériences intimes. En examinant les images de surveillance, Larson a remarqué une petite nuance. Dans l'un des couloirs du complexe, il y a eu un bref moment où un homme inconnu, habillé de la même façon que le personnage du toit, s'est attardé près de l'entrée de service de la salle technique. Ces images ont été analysées en détail et les spécialistes ont rapidement trouvé une correspondance avec les vêtements trouvés sur la scène de crime. Les empreintes de pas ont ainsi révélé des contacts avec des employés du complexe que les enquêteurs n'avaient pas vus auparavant, ce qui suggère que le tueur pourrait avoir été associé au personnel d'entretien, voire à un ancien employé avec lequel la victime aurait eu un différend personnel. L'inspecteur Larson a rassemblé tous les éléments de preuve qu'il a pu trouver. Empreintes digitales, images des caméras, données audio des téléphones portables et déclarations des témoins, et les a mis en parallèle avec des informations sur la vie personnelle de toutes les personnes impliquées dans le drame.
Richard Carter disposait d'un alibi solide, corroboré par les images vidéo du bureau, et son apparence physique ne correspondait pas à l'image de la figure suspecte. Quant aux témoignages de Michael Jones et de Jacob Foster, ils se sont révélés contradictoires. Sous la pression d'un interrogatoire détaillé, il est apparu clairement que les deux hommes avaient des motifs liés à la jalousie et au désir de maintenir l'exclusivité de leur relation avec Elizabeth. Un nouvel élément de preuve, une vidéo prise par un passant au hasard près de l'entrée arrière du complexe, revêt une importance particulière. Elle montre une silhouette semblable à celle vue sur le toit, entrant dans le bureau environ 15 minutes avant le meurtre. Cette vidéo a permis aux détectives de déterminer l'heure exacte du déplacement du suspect et de la comparer aux déclarations des agents de sécurité. L'analyse a révélé que les vêtements vus sur les images correspondaient au même type de manteau et de chapeau que sur les images du toit, confirmant de manière concluante que le tueur n'était pas un passant au hasard, mais une personne connaissant l'organisation interne du complexe. Ainsi, grâce à une approche globale et à une analyse méticuleuse des preuves, l'enquête a progressivement réduit le cercle des suspects. Si la première version désignait Richard Carter, les données de recueillis ont montré que son alibi était irréprochable et que les indices retrouvés, empreintes et vidéos, ne correspondaient ni pas à son apparence. L'attention se porte désormais sur les personnes directement impliquées dans la vie personnelle de la victime, ainsi que sur celles ayant accès au bureau du complexe. L'inspecteur Larson a continué à interroger, à reconstituer les événements et à rechercher de nouvelles preuves, persuadé que la vérité éclaterait, quels que soient les efforts déployés par les uns et les autres pour la cacher. Après plusieurs mois d'enquête minutieuse, les preuves et les témoignages recueillis ont permis de reconstituer un tableau complet des événements de cette nuit fatidique. La Cour, après avoir examiné tous les éléments du dossier, est parvenue à la conclusion que le coupable du meurtre d'Elizabeth Carter était l'un des amants de la victime, Jacob Foster. Il s'est avéré que c'est lui qui, confronté à un conflit lié à des relations non résolues et à un sentiment de trahison, a, dans un accès de rage, organisé une réunion sur le toit, où s'est produit l'acte fatal. De nouveaux témoignages et les résultats d'expertise ont réfuté la version de la culpabilité de Richard Carter, confirmant que son alibi était sans faille. Au cours du procès, l'accusé s'est vu présenter toutes les preuves recueillies, enregistrements vidéo, empreintes digitales, résultats des interrogatoires et enregistrements audio du téléphone portable d'Elizabeth. Le tribunal a pris en compte toutes les circonstances de l'affaire, y compris le profil psychologique complexe de la victime et les motifs qui ont poussé l'accusé à commettre un acte aussi cruel. Le jugement final du tribunal a été annoncé quelques semaines après le début du procès. Jacob Foster a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation et le tribunal l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette affaire illustre parfaitement comment les passions personnelles et les contradictions internes peuvent avoir des conséquences tragiques. Le procès n'a pas seulement rendu justice à Elizabeth Carter, il a aussi rappelé à la société la fragilité des relations humaines lorsque la liberté individuelle entre en conflit avec les normes traditionnelles. Le verdict a été définitif, mettant un terme à l'une des affaires les plus médiatisées de l'histoire de Chicago.